Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, condamné à 4 ans de prison dont 2 fermes pour fraude fiscale et blanchiment. Temps passé en prison, 0 jours. Mjid El Guerab, ancien député, condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme pour avoir tabassé un collègue député qui passera 3 jours en réanimation. Temps passé en prison, 0 jours. Étienne Dedieu, ancien maire de Saint-Lizier, condamné pour agression sexuelle sur octogénaire, prise illégale d'intérêt et vol de l'église du village. Temps passé en prison, 0 jours. La liste des délinquables. Enfin, presque. Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an ferme. Nicolas Sarkozy a été condamné. Nicolas Sarkozy est condamné. Sur les 9 affaires de Nicolas Sarkozy, l'immunité l'a sauvé 2 fois. Mais ça n'a pas empêché d'être condamné 2 fois à des peines de prison ferme. Une première sous la Ve République. Le seul autre président à avoir été condamné à de la prison, c'est lui. Mais Chirac n'avait pris que 2 ans de sursis pour détournement de fonds et abus de confiance en 2011. Mais les présidents ne sont pas les seuls à avoir ce précieux totem. Les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, l'ont aussi, mais il est un petit peu moins puissant. Tout ça vient du 19e siècle. C'était au départ une protection démocratique. C'était pour éviter que les règlements de compte politiques ou des règlements de compte personnels, des vengeances, des choses comme ça, ne se traduisent par des plaintes au pénal. Alors, qu'est-ce qui se passe si un parlementaire commet une faute? Eh bien, ses collègues vont pouvoir voter la levée de son immunité. Nul, même s'il est parlementaire, ne peut être indéfiniment au-dessus de la loi. Sous la Ve République, l'immunité parlementaire a été levée 49 fois. D'ailleurs, la première fois, c'était en 1959 pour un certain François Mitterrand, alors sénateur de la Nièvre. Pour certains, c'est presque devenu une habitude. Jean-Marie Le Pen, sa fille Marine et Bernard Tapie comptent 3 levées d'immunité chacun. Un record quand on sait à quel point les parlementaires peuvent être frileux à l'idée de renvoyer les collègues devant la justice. Et c'est ça le plus gros problème avec le système d'immunité parlementaire. Prenons l'exemple de feu Serge Dassault, milliardaire et ex-sénateur de l'Essonne, accusé entre autres d'achat de vote, de corruption et même de tentative d'homicide. Bon là, c'est plus des casseroles, c'est des marmites. Les 26 sénateurs chargés de se prononcer sur son immunité ont dû voter 3 fois avant qu'elle ne soit levée. Ouais, 3 fois. En fait, comme le vote est secret, ses alliés de droite comme de gauche ont voté contre, jusqu'à ce que, pour le 3e vote, on passe à un vote public à main levée. Et là, comme de par hasard, ils ont changé d'avis. Nous sommes attachés au secret du vote qui est, j'allais dire, constitutionnel. Imaginez que les personnes avec qui vous travaillez, on va dire, attends, cette personne, elle pourrait avoir commis un crime délit. Votre copain, votre copine, votre collègue. Votre premier sentiment de dire, attends, je la connais, je lui ai serré la main et je vais la revoir à la buvette de l'Assemblée la semaine prochaine, je vais la regarder dans les yeux, je vais lui dire quoi? J'ai voté contre ton immunité? C'est pas possible. Il y a des rapports de proximité qui, nécessairement, c'est pas une critique, c'est un fait, fausse le jugement et l'impartialité des personnes qui sont chargées de rendre une décision. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une immunité. L'élu local, lui, n'a pas de totem, mais ça n'empêche pas d'avoir un certain sens du spectacle. Comme Xavier Dugouin, ex-conseiller régional d'Essonne, qui a volé près de 1200 bouteilles dans les caves du conseil régional pour les revendre. Ou cet ancien maire d'Alsace qui a foutu le feu à 14 caravanes de gens du voyage parce qu'elles stationnaient sur un terrain municipal. Bref, certains élus locaux, Entre 2014 et 2020, c'est près d'un maire sur 35 qui a été mis en cause au pénal. en gros, qu'on soit maire, député ou même président de la République, quand on ne respecte pas la loi, on va devant le tribunal correctionnel. Comme Normalement, pour eux, c'est différent, ils disposent de leur propre cour, la Cour de justice de la République. une cour. 15 juges à la CJR, 3 magistrats professionnels et 12 parlementaires. 6 élus du Sénat et 6 de l'Assemblée nationale. Des parlementaires qui, de fait, connaissent les ministres pour avoir bossé avec eux au sein des mêmes partis. C'est une anomalie institutionnelle caractérisée. Vous avez des amis, vous n'allez pas être juge de vos amis. Les politiques qui se jugent entre eux, c'est la principale critique qui est faite à la CJR. Dernier exemple en date, le procès d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. C'est la première fois que la CJR a jugé un ministre en exercice. Et dans ce procès, Paul Cassia était témoin. Il y avait, au sein de la Cour de justice de la République, des parlementaires qui étaient opposés politiquement à M. Dupond-Moretti. Bon, mais ces parlementaires ont un préjugé contre M. Dupond-Moretti, et c'est bien normal. Il y avait des parlementaires Renaissance et assimilés. Donc de la même majorité politique que M. Dupond-Moretti, qui avait sans doute un préjugé favorable à la garde du ministre. Et c'est bien normal d'avoir un préjugé. En 93, la CJR a jugé 12 cas. 12 personnalités politiques de premier plan pour des faits allant de la corruption à l'escroquerie, en passant par l'atteinte involontaire à la vie. Les juges n'ont prononcé de peine que pour 5 des 12 personnalités politiques poursuivies. Et même dans ces décisions-là, la clémence des juges a... L'État a été condamné à payer quelque chose comme 440 millions d'euros à Bernard Tapie. Et cet arbitrage, extrêmement défavorable au contribuable national, a été validé par la ministre de l'économie, Madame Lagarde. Il se trouve que cet arbitrage était frauduleux. Il a fallu chercher les responsables de cette fraude. Ces exécutants ont été condamnés par la juridiction pénale ordinaire comme ils devaient l'être pour avoir été impliqués dans un arbitrage frauduleux. Mais la responsable, elle, était justiciable de la Cour de justice de la République. Madame Lagarde a été reconnue coupable de négligence. Mais elle a été dispensée de peine. Bon, vous l'aurez compris, pas évident de juger des politiques en France. Et même une fois devant le tribunal, ce qu'on observe, c'est que les politiques sont de moins en moins condamnés. Quand on parle de délinquance du personnel politique, on parle en général d'atteinte à la probité, qui regroupe les classiques corruption, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt. Et on a beau en parler beaucoup plus ces dernières années, avec des affaires hyper médiatisées, on assiste paradoxalement à une chute des condamnations qui ont diminué d'un tiers entre 2000 et 2018. Et si on condamne moins, c'est pas parce que nos politiques sont devenus exemplaires. Le nombre de cas d'atteinte à la probité reste plutôt stable. C'est le nombre de relax, c'est-à-dire de prévenus déclarés non coupables, qui augmente. 26,2%, c'est 3,5 fois plus de relax que pour le reste des infractions pénales. Devant un tribunal, une procédure dure en moyenne 1 an. Mais pour les affaires d'atteinte à la probité, on est sur une durée de 5 à 6 ans. Des cas complexes, difficiles à juger, avec de nombreux protagonistes particulièrement bien défendus. Les politiques font appel environ 5 fois plus que la moyenne. Bref, juger les politiques en France, c'est toujours une tannée. Mais c'est pas forcément le cas partout. En Norvège, par exemple, c'est tolérance zéro. En 2020, on a vu un ancien député être condamné à 11 mois de prison ferme pour des notes de frais fictives. Alors qu'en France, il y a une certaine culture de la magouille. C'est un fait, les Français tolèrent plutôt bien la corruption. Fait de corruption s'ils en étaient témoins.
La majorité d'entre eux se dit opposée à la délation par principe. Seuls 49% des Français jugent très grave d'accepter des pots de vin, contre 67% pour la moyenne européenne. Ainsi va la vie, c'est le milieu politique qui induit ça, c'est pas les personnes. Ça, c'est la force des élites, c'est de faire croire que l'espace social dans lequel il vit est particulier, qu'il a ses règles propres. Et que donc la justice ordinaire n'y a pas sa place. Et les premiers perçoivent de fait pas comme étant des délinquants comme les autres. Et même quand ils sont en prison, on constate à travers des enquêtes qui sont menées que la manière dont ils sont traités en prison, tant par leurs co-détenus que par les gardiens, etc., est totalement différente des autres détenus. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste lié à la justice. Nicolas Sarkozy, quand il est condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire Big Malion, on l'amène pas en cellule, non, on l'invite au plateau de TF1 pour le journal de 20h. On me condamne à 3 ans de prison. C'est une injustice. Et il va terminer, et ça c'est magnifique, l'interview en demandant aux journalistes: Si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train d'accueil? tout est dit, il y a vraiment un traitement différentiel à tous les niveaux, et pas seulement au niveau de la justice. Ce traitement différencié, c'est aussi ces peines de prison ferme purgées à domicile, comme Jérôme Cahuzac qui a passé un moment à l'ombre, mais à l'ombre du soleil de Corse. C'est ici, derrière les murs de cette villa, que l'ancien ministre purge sa peine sous bracelet électronique. Des peines de sursis ou aménagées presque indolores qui se traduisent aussi par le fait que chez nous, des élus condamnés n'ont aucun mal à se faire réélire. Les politiques véreux ne finissent pas en prison. Mais au final, est-ce que c'est si grave? L'emprisonnement, c'est vraiment la pire des solutions pour tirer les conséquences d'un délit ou d'un crime. Parfois c'est nécessaire, mais s'il y a des alternatives à l'enfermement, il faut les privilégier. Et je pense que la mansuétude dont il est fait preuve à l'égard des politiques dans l'aménagement des peines, c'est-à-dire soit par électronique, cette mansuétude-là, elle devrait être la règle commune. Il semblerait en tous les cas que la prison ou le système pénal de manière générale n'a pas un effet dissuasif sur le passage à l'acte délinquant, quel qu'il soit. En réalité, ce qu'on aimerait vraiment bien maintenant, c'est que tous ces hommes d'affaires pourris, tous ces hommes politiques pourris, ils aillent un peu voir en prison comment ça se passe, parce que ça suffit. Mais ça, c'est qu'un instinct de vengeance primaire, quoi. Et peut-être qu'on fait pas grand-chose d'intelligent avec ce type d'instinct. Pour résumer, si les politiques ne